Bienvenue à ce nouveau webinaire de la Fabrique de l'Agilité sur la transformation culturelle. On se réjouit de vous avoir si tôt ce matin avec nous. Mon nom est Christophe Barbon, je suis cofondateur de l'OICO, fier membre de la Fabrique de l'Agilité, avec j'espère beaucoup d'entre vous. Quelques petits rappels, si vous êtes d'accord, sur l'utilisation évidemment de différentes fonctions du webinaire. Alors, vous savez, vous pouvez poser vos questions avec l'option Q&A que vous devez trouver en bas au milieu de votre écran. Cette option va vous permettre de poser des questions pendant la conférence et aux conférenciers d'y répondre. Donc, on va essayer évidemment de pouvoir traiter un maximum de questions grâce à cette option. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, posez toutes les questions que vous avez ou qui vous passent par la tête. Les experts, comme je vous l'ai dit, essaieront d'y répondre pendant qu'ils ne parlent pas, bien évidemment, voire on reprendra ces questions pour la table ronde. On transmettra une synthèse de ce Q&A donc après la conférence. Et puis, vous avez également une option de main-levée virtuelle si vous voulez prendre la parole. Alors ça, on vous donnera la possibilité de le faire au moment de la table ronde qui arrivera en fin d'événement. Tout ça vous sera transmis par voie d'email, donc la présentation plus le lien vers le replay quelques jours après cet événement, bien sûr. Voilà, le déroulement, vous l'avez reçu, bien évidemment. On va accueillir tout d'abord notre ami Rémi Tso. Rémi est membre du comité de la Fabrique de l'Agilité et puis il va nous dire bonjour et introduire ce très beau webinaire. Cher Rémi, la parole est à toi. Salut. Salut Christophe, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présents aussi nombreux pour ce nouvel événement de la Fabrique de l'Agilité. J'aimerais vous présenter notre association en peut-être 2 minutes, si tu peux changer de slide, merci. Alors, pourquoi cette Fabrique de l'Agilité? Parce que, vous le savez, on vit dans un monde VUCA, vous connaissez tous, j'imagine maintenant, cet acronyme qui implique qu'on vit dans un monde volatile, incertain, changeant et ambigu. Face à ça, les organisations doivent se réinventer, soit parce qu'elles cherchent plus de performance, soit parce qu'elles cherchent plus d'efficience, de productivité, ou alors parce qu'elles doivent donner plus de sens à les parties prenantes et notamment l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et c'est donc dans cet esprit que nous avons réuni au sein de la FabLag, d'un côté des chercheurs, de l'autre des représentants des entreprises, avec des rôles aussi divers que les dirigeants d'entreprise comme Christophe, des responsables RH, des chefs de projet, des consultants, etc., qui créent finalement la richesse et la diversité de notre organisation. Alors, la Fabrique l'Agilité, qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, nous avons 3 axes. Le premier, c'est travailler ensemble. Nous travaillons sur un modèle d'intelligence collective où nous partageons nos expériences. Nous animons un certain nombre d'ateliers, de co-création, de travail en commun pour apprendre et finalement s'enrichir les uns et les autres de nos expériences respectives. Le deuxième axe, finalement, c'est de créer un pont entre la recherche et le monde de l'entreprise. La recherche, grâce à une présence forte de la HEG, on a des gens qui réfléchissent de manière prospective finalement à l'avenir, au futur de ces organisations et qui peuvent tester au sein de nos entreprises un certain nombre d'hypothèses. Et puis à l'inverse, du côté des entreprises, nous, on profite de ces réflexions, de ces recherches finalement pour anticiper le monde de demain. Et puis, dernier point, c'est l'objectif de cette séance d'aujourd'hui, c'est de diffuser finalement ces savoirs, ces pratiques, ces expériences auprès d'un public le plus large possible. Et donc, nous sommes très heureux, encore une fois, de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement. Alors, dans la FabLag, on retrouve, je vous l'ai dit, des chercheurs et des représentants d'entreprises dans différentes fonctions. Nous sommes présents dans toute la Suisse romande, jusqu'aux confins de la Suisse romande. Je crois que nos membres les plus lointains sont à Bienne, ou ici à Fribourg, proche de la frontière alémanique. On retrouve toutes sortes d'entreprises de toute taille, donc aussi bien des petites que des très grandes, et puis toutes sortes d'industries. On a des gens de la pharma, on a des gens des services, on a des gens de l'administration publique, du social, etc. Donc vraiment une couverture large de tout le tissu économique national, et c'est ce qui fait notre richesse, encore une fois. Voilà, donc vous avez la possibilité de nous rejoindre. Tu peux changer de slide, merci beaucoup, pour des tarifs qui sont ridicules au vu de la qualité des contenus que nous vous proposons. Vous le voyez, c'est en fonction de la taille de votre organisation.
Et puis, en devenant membre, vous profitez, vous le voyez dans la partie droite de l'écran, de près d'une vingtaine d'événements en présentiel ou en ligne durant toute l'année. Et puis, au travers de notre environnement, l'accès à tous les contenus et à un certain nombre d'informations très riches sur ces questions de l'agilité. Voilà, encore une fois, bienvenue. Merci à toutes et tous d'être présents. Merci à l'équipe d'animation et à nos panélistes aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, cher Rémi, pour tes gentils mots. Merci pour cette présentation de la fabrique et bravo aussi pour ce magnifique développement de cette fabrique de l'agilité qui rassemble dans toute la Suisse romande désormais, comme tu l'as rappelé. Voilà, on va commencer la conférence en posant un contexte théorique. Pour ça, j'accueille Stéphanie Missonnier, elle est chercheuse à HEC Lausanne. Chère Stéphanie, bienvenue. Merci d'être parmi nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le contrôle sur la présentation. Et puis, donc, je te laisse faire cette présentation. Tu as quelques minutes pour ça. On se réjouit de t'entendre. Et puis, je te revois tout à l'heure. À tout de suite. Merci beaucoup, Christophe. Bien, alors, je regarde si j'ai la main. J'attends un tout petit peu. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Stéphanie Missonnier. Je suis professeure à HEC Lausanne. Et normalement, ce matin, je devais être accompagnée d'Alicia Rougny, qui fait sa thèse de doctorat sur la transformation agile sous ma supervision. Et elle s'excuse parce que malheureusement, ce matin, elle ne pourra pas se joindre à nous. Alors, très rapidement, donc, on est chercheuse à HEC Lausanne et puis on travaille sur un projet de recherche en ce moment qui nous prend beaucoup de temps et qui est en lien avec la transformation agile. Et le but de nos recherches, en fait, on fait du co-design, c'est-à-dire qu'on co-crée avec les organisations, les professionnels, les praticiens et praticiennes, des outils pour les aider à avancer sur des thématiques assez complexes. Et notamment, on a créé un outil que je vous présenterai à la fin de cette courte présentation pour vous aider justement dans la transformation agile. Voilà pour les courtes présentations. Alors, je vais commencer assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'agilité, puisqu'on est ici à la fabrique de l'agilité, mais juste rappeler quand même les 4 valeurs clés de l'agilité, qui sont les individus et leurs interactions, des produits qui fonctionnent, des produits opérationnels, la collaboration avec les clients, mais aussi beaucoup dans l'équipe, et l'adaptation au changement. Donc ça, c'est pour l'agilité. Et puis, pourquoi s'intéresser à l'agilité? Alors, quand on regarde le dernier rapport de l'agilité, en fait, c'est un rapport qui est édité, qui fait une survey auprès de 100 pays et sur un échantillon de plus de 3200 personnes. Et quand on demande à ces personnes pourquoi elles pratiquent l'agilité, parmi les principales raisons, la principale raison qui ressort à 70%, c'est d'améliorer la collaboration. Ensuite, on voit que c'est améliorer l'alignement entre le business et l'IT. Et enfin, c'est pour créer un meilleur environnement de travail. Donc, par rapport à ça, en fait, nous, on s'est intéressé à la transformation agile, puisqu'on voit que l'agilité sort des frontières vraiment des départements IT. Et pour poser les bases, c'est important de faire la distinction entre la notion d'adoption, de transition et de transformation. Alors, l'adoption, qu'est-ce que c'est? C'est quand on va adopter un produit, un process ou une façon de procéder. Et en fait, c'est quand vous utilisez le framework Scrum ou quand vous mettez en place, vous adoptez les pratiques agiles, quelle que soit la méthode. Et la transition, en fait, ça va être le passage, le mouvement d'un état à l'autre. C'est pour parler généralement quand vous êtes en phase d'adoption et que vous voulez aller vers la transformation. Et donc, la transformation, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et bien évidemment, c'est un peu plus compliqué que l'adoption parce que ça implique un grand changement à la fois dans les comportements et les valeurs. Et quand on parle de transformation, évidemment, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, j'aime bien donner cet exemple-là. L'adoption, c'est vous changez ce que vous faites. Donc, par exemple, vous apprenez à faire un café qui soit correct. Quand vous êtes en phase de transition, vous êtes en train d'apprendre ou de devenir un ou une barista. Et la transformation, c'est à partir du moment où vous changez ce que vous êtes. Donc, c'est un peu plus que les pratiques. C'est là où vous devenez un ou une barista. Et là, vous êtes vraiment en transformation. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et en fait, on parle souvent de cette notion être ou ne pas être. Donc, soit vous faites de l'agilité, vous pratiquez, vous utilisez les frameworks et les pratiques. Donc là, vous êtes dans l'adoption agile. Et plus vous allez intégrer les principes et les valeurs, plus vous allez développer au sein de votre organisation ou de votre équipe un état d'esprit agile. Et là, vous êtes dans l'agilité et donc dans la transformation agile. Alors, ce qui nous intéresse surtout ce matin, et c'est sur quoi on a travaillé avec Alicia, c'est comment mener une telle transformation.
Quand on revient au niveau de la pratique sur le terrain, toujours ce fameux rapport de 2022, ce qui nous dit sur les principales barrières à l'agilité, les 3 principales, eh bien la première, et c'est le sujet d'aujourd'hui, comme vous le voyez, à 41%, c'est la culture organisationnelle. Ensuite, le manque de soutien du management et enfin les incohérences dans les processus et les pratiques. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on va se concentrer sur la culture organisationnelle aujourd'hui. Et alors, nous, comment on voit la culture, surtout le changement de culture, on le voit comme ça. Quelque chose qui est assez complexe et qu'on appelle, nous, des wicked problèmes, donc des problèmes épineux, pour beaucoup de raisons. Les premières caractéristiques, c'est que en fait, le changement de culture, en fait, c'est changeant dans le sens où c'est assez difficile à mettre en œuvre, surtout, et on va le voir pour identifier c'est quoi cette fameuse chose dont on parle qui est la culture. On peut mettre un peu de tout et n'importe quoi dans la culture. Quand on parle de changement de culture, c'est aussi un problème qui est assez incomplet. Par quoi on commence et où est-ce que ça se termine et quel élément on met dedans. Ça peut être aussi contradictoire en fonction des valeurs qu'on veut transmettre. Par exemple, quand on dit on veut toujours faire mieux, ça peut être transmis d'une façon, ça peut être perçu par le personnel comme quelque chose de très positif, mais aussi ça peut être perçu comme une valeur assez négative où il faudrait toujours aller vers la perfection et ça pourrait induire l'idée qu'on ne fait jamais assez bien. Et en fait, évidemment, il n'y a pas de solution unique et parfaite. Donc voilà, on aime bien utiliser cette image pour rendre compte de ce que ça peut représenter. Et donc la question qu'on se pose, c'est finalement, c'est quoi cette fameuse culture organisationnelle et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, nous, pour représenter la culture, on utilise l'image de l'iceberg. Alors, elle ne vient pas de nous, cette image, elle vient de Schein, qui est le père fondateur de la culture organisationnelle. Donc, ça date de 1985. Et puis, c'est toujours d'actualité et c'est toujours extrêmement parlant. Alors, pourquoi un iceberg pour représenter la culture organisationnelle? Parce qu'il nous explique en fait qu'il y a vraiment 3 niveaux dans la culture. On a en haut, donc tout ce qui est vraiment visible, c'est ce qu'il va appeler les artefacts visibles. Et donc là, en fait, c'est tous les éléments tangibles, observables de la culture de l'organisation. Donc tout ce qui va être pratique, les process qui sont mis en place, les règles, les comportements apparents du personnel, le logo, la conception des bureaux. C'est assez tout ce qui est visible quand on rentre, par exemple, dans une entreprise qui est en open space, la disposition des bureaux. Ça donne une indication aussi sur la culture qui sera assez différente si on est dans des petits bureaux qui sont fermés, le code vestimentaire, etc. Donc ça, c'est tous les artefacts visibles. Ensuite, on va avoir aussi les croyances et les valeurs. Donc là, il le met au milieu parce que c'est vraiment, parfois c'est visible et parfois c'est un peu plus immergé. Donc c'est les valeurs adoptées, affichées et parfois partiellement visibles. Donc l'équité, l'innovation, le client avant tout, etc. Et ensuite, le 3e niveau qu'il ne faut absolument pas oublier quand on va parler de culture, et c'est là où les choses se compliquent vraiment, c'est ce qu'il appelle les hypothèses tacites. Donc ça, c'est vraiment le niveau immergé de l'iceberg, c'est l'état d'esprit, les normes implicites, les routines de base qu'en fait, on ne remet pas en question et qui sont souvent pris pour acquises dans l'organisation, dans l'équipe, et dont on ne se rend même pas compte, en fait. Donc, alors je donne un exemple tout bête, c'est par exemple une journée de travail. En fonction des organisations, il peut y avoir des horaires implicites comme ça, des définitions de journée de travail qui peuvent changer, la façon dont les gens se comportent les uns envers les autres, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre dans la culture organisationnelle, c'est qu'il y a ces 3 niveaux qui interagissent énormément et que quand on va vouloir transformer une culture, ça va prendre du temps. Et il ne faut pas agir seulement sur les niveaux visibles, d'accord, mais il faut aussi prendre en compte et remettre en question, questionner et identifier ces hypothèses tacites. Ce qu'on oublie bien souvent et ce qui est évidemment le plus compliqué et ce qui prend du temps. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on a identifié, c'est des éléments clés. Alors, ce n'est absolument pas exhaustif, hein, ce n'est pas une liste complète, mais c'est des éléments clés qui sont préconisés selon la littérature dans le changement de culture organisationnelle. Et donc, on a identifié, donc le premier, il y en a 3,5, vous verrez pourquoi. Donc, le premier, c'est ce qui est préconisé, c'est vraiment de mettre à la fois en place un changement planifié et émergent, comme on le voit dans beaucoup de stratégies. Donc, en fait, une grande planification, évidemment, elle va être très utile, mais ça ne suffit pas. Et l'idée ici, c'est de mettre à la fois en place des actions informelles et au quotidien, donc des petits changements locaux,
Donc, c'est vraiment très en lien finalement avec l'agilité, c'est-à-dire qu'on va mener un petit peu cette approche des par petits pas, où on peut planifier et avoir une vision à moyen terme, on va dire à 2 ou 3 ans, ou 4 ans même, si on veut faire du très long terme maintenant. Mais en même temps, il faut aussi laisser émerger les initiatives locales et donc mettre en place aussi une stratégie de petits pas. Prendre en compte l'hétérogénéité du fait aussi de ces hypothèses tacites, de l'implicite. Si on veut lancer des grands messages et s'adresser à l'organisation comme un tout homogène, ça risque de ne pas fonctionner parce qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans l'organisation. Et donc, mettre en place ce changement progressif par petits pas, donc de façon très incrémentale. Le deuxième élément clé dont j'aimerais vous parler aujourd'hui assez rapidement, c'est lié au premier élément, c'est d'avoir à la fois une approche top-down, donc évidemment une implication forte de la direction, qui va aussi par la planification insuffler ce changement et véhiculer des valeurs, et aussi en même temps avoir évidemment, lié au premier point également, cette idée de bottom-up. Donc en fait, ce n'est pas que la direction qui insuffle le changement, mais on va le laisser aussi émerger par les salariés de l'entreprise. Et là, l'idée, entre autres, mais pas seulement, c'est d'avoir plusieurs actrices et acteurs du changement qui viennent vraiment entre guillemets, du bas et qui vont porter des initiatives par rapport à ce changement-là. Et enfin, le troisième élément clé dont j'aimerais vous parler ici et qui est essentiel par rapport à la culture agile, c'est que dans toute transformation, et encore plus quand c'est une transformation de culture agile, il est essentiel d'identifier la culture existante. Donc, on va déjà essayer de comprendre un peu ces 3 niveaux et aussi d'identifier les hypothèses tacites, les états d'esprit. Et ce qu'il faut absolument, évidemment, c'est de mener un changement radical, une approche qui ferait table rase, ces approches Big Bang qui font table rase de l'existant. Ça, on sait que ça ne marche absolument pas. Et la première étape, j'ai même envie de dire, c'est de questionner, d'identifier la culture actuelle existante et c'est là le et demi, pour co-construire la culture agile désirée. Pourquoi cette idée de co-construction, et c'est lié aux 2 points précédents, c'est qu'en fait, nous, on s'est rendu compte que bien souvent, dans les organisations, les gens n'ont pas une idée précise de c'est quoi la culture agile, et c'est normal parce qu'en fait, il n'y a pas une seule culture agile. Chaque groupe, chaque organisation va avoir sa propre définition de ce que ça veut dire, la culture agile. Et l'idée, ce qui est très important, c'est que en fait, cette vision de la culture agile désirée, elle doit être co-construite, donc par la direction, mais aussi par le groupe de salariés, par le reste de l'organisation. Et là, ce qui est très important, c'est qu'on a identifié en fait une approche pour aider à cette co-construction, c'est de justement construire collectivement la culture désirée en utilisant des outils visuels et collaboratifs. Et ça aide énormément parce que le visuel permet de se pencher et en fait de discuter collectivement sur où est-ce qu'on aimerait aller, d'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on aimerait aller. Et c'est comme ça qu'on a, sur cette idée assez essentielle, qu'on a créé un outil qui s'appelle ACTC. Donc ACTC pour Agile Culture Transformation Canvas. Et l'outil, il permet, donc les 3 niveaux de son interaction, il permet, donc c'est un artefact visible que je vais vous présenter très très rapidement, et qui permet en fait d'agir surtout sur les 2 premiers niveaux, pour ensuite évidemment, en le remplissant, vous allez vous questionner sur les croyances et les valeurs, et celles aussi, les états d'esprit qui sont assez implicites et donc tacites. Et donc, pour terminer, je vous présente, mais alors vraiment très rapidement, cet outil. Et puis, n'hésitez pas par la suite à nous contacter si vous avez besoin ou envie d'avoir plus d'informations et de l'utiliser. Donc, l'outil qu'on a développé, il se divise en 2 parties, enfin en 2 parties très liées. On a d'abord un premier canevas où on voit cette partie ici, ASIS, où on va faire le diagnostic de la culture existante. Et collectivement, les membres de l'équipe ou de l'organisation vont construire ce to be. Et ensuite, à partir de là, identifier les actions, les freins à mettre en œuvre pour construire cette vision-là. Et en fait, donc pour revenir et clôturer ma présentation par rapport à l'agilité, donc comme je vous ai dit, il n'y a pas une seule culture agile, mais pour arriver en fait à savoir quand même qu'est-ce qu'on va mettre dans cette culture agile, on a identifié 3 éléments clés. Alors, on aurait pu en mettre beaucoup plus, mais l'idée, c'est vraiment d'aller au cœur de l'agilité. Et dans ces 3 éléments clés qui ressortent de la culture agile, le premier, c'est
de définir et d'identifier un peu le niveau de sûreté psychologique qu'on a dans l'entreprise et dans les équipes, parce que justement, c'est ce qui va permettre aussi que chaque personne se sente bien et que ça booste énormément la collaboration. Ensuite, le deuxième élément clé, c'est tout ce qui va être self-management, donc auto-organisation, c'est la capacité d'une équipe et de personnes à prendre des décisions, à mettre en œuvre, à implémenter des idées, etc. Et le troisième élément clé, c'est l'amélioration continue, qui est phare évidemment dans l'agilité. Donc, c'est cette capacité de l'équipe et du groupe à apprendre, à se remettre en question, à tirer des enseignements de ses erreurs, etc. Voilà sur l'outil présenté extrêmement rapidement. Et puis, je vous remercie énormément de votre attention et j'espère qu'au niveau du timing, je n'ai pas dépassé mes 15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Stéphanie, et bravo, passionnant. On aurait beaucoup, évidemment, aller plus en détail de l'utilisation du Canva, puisque je pense que ça nous parle à toutes et à tous. Donc, évidemment, peut-être pour une prochaine fois, un prochain webinaire un petit peu aller en détail. Ou bien, en tout cas, j'espère que, évidemment, les participants ont possibilité de vous poser des questions sur son utilisation aussi. On pourra aussi reprendre 2-3 éléments sur la table ronde tout à l'heure. Voilà, à tout de suite, chère Stéphanie. Merci beaucoup. On va rentrer un petit peu, parce qu'on aime bien au niveau de la fabrique de l'agilité, hein, d'avoir ces deux temps, le temps théorique où on vient poser bien évidemment les bases, notamment de la thématique traitée, et ensuite un partage d'expérience par des praticiennes, des praticiens de l'agilité. Et pour ça, on commence avec Laura Perel, responsable du département formation, la Haute École fédérale en formation professionnelle. Chère Laura, bienvenue. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner également faire avancer tes slides toi-même. Bienvenue. Et donc, la parole est à toi et je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et maintenant, je vais voir si le système fonctionne. Voilà. Alors, d'abord, quelques mots d'introduction sur l'institution. Donc, la Haute École fédérale en formation professionnelle, c'est une haute école qui a été fondée en 1972. Donc, on a fêté les 50 ans l'année passée. Elle a d'abord été fondée à Zurich. Ensuite, il y a un deuxième site à Lausanne et un troisième à Lugano. Puis ensuite, ces sites ont été réunis en une seule institution, donc 50 ans d'histoire. Et puis, on a environ 260 collaborateurs et on est actif dans le domaine de la formation professionnelle, de la recherche sur la formation professionnelle. On accompagne aussi les organisations du monde du travail lorsqu'elles révisent leur formation initiale. Et puis, on a aussi une mission internationale parce qu'on accueille des délégations étrangères qui viennent découvrir le système suisse de formation. Ça, c'est les 4 missions qu'on a, donc formation initiale et formation continue, recherche et développement et prestation de services. Et donc, on s'occupe de la formation professionnelle, ça veut dire tous les apprentis qui sont formés en Suisse, ils sont encadrés par ce qu'on appelait à l'époque des maîtres d'apprentissage, donc les formateurs en entreprise, les enseignants dans les écoles professionnelles et puis les formateurs dans les cours interentreprises. Et nous, notre rôle, c'est de former tous les gens qui accompagnent les apprentis. Quelques mots en ce qui me concerne. Donc, moi, je viens à la base du domaine informatique. J'avais fait de la recherche, un doctorat en informatique. Ensuite, j'avais fait une transition vers le domaine de l'éducation en étant chef de projet informatique pour les écoles du canton de Neuchâtel. Et puis, depuis une vingtaine d'années, je travaille dans le système suisse de formation sous différents angles, différentes facettes, autant dans la politique de la formation, le pilotage, la réglementation. Et depuis 2020, j'ai rejoint justement la Haute École fédérale en formation professionnelle et là, je suis responsable du secteur de formation, responsable aussi de la durabilité depuis l'année passée et membre de la direction. Et parallèlement à ça, depuis 2015, j'ai aussi une pratique dans le coaching, la supervision et la formation d'adultes. À titre personnel, je suis passionnée par le développement personnel, l'apprentissage tout au long de la vie, le développement durable et puis la politique. Et puis, j'ai 2 adorables enfants, Timothée et Coralie, qui étaient là encore tout à l'heure, mais qui n'accompagnent pas ce matin.
Alors, ce dont je vais vous parler dans le contexte d'aujourd'hui de l'agilité, c'est un projet de transformation culturelle dans la HEFP qu'on a commencé il y a bientôt 3 ans. C'est de fusionner 2 départements, la formation de base et la formation continue, dans un esprit lifelong learning, en se disant que on veut sortir de la logique de silo et dire un parcours professionnel, il a une continuité, une évolution. Et donc, il faut que les gens puissent venir se former, acquérir des nouvelles compétences à chaque moment qui est nécessaire dans leur évolution de carrière. Ça concerne environ 140 personnes sur les 260, donc plus de 54% de l'effectif, 5 domaines d'activité dans les 3 régions linguistiques, donc ça veut dire en 3 langues, puisqu'on est présent sur toute la Suisse. Et puis pour ce projet, on a mobilisé à la fois la gouvernance partagée, le management agile et les principes sources. Juste pour vous montrer un petit peu le champ de tension dans lequel on est en termes de gouvernance, ben, à gauche, on a notre organigramme permanent d'une structure classique haute école qui a 50 ans. Et puis à droite, la gouvernance partagée dans le cadre du projet avec 16 cercles qu'on a créés. Et chacun de ces cercles a été en fait piloté ou est encore piloté par une source. Et donc, dans ma présentation d'aujourd'hui, je vais me concentrer sur cet aspect des principes sources. Et donc, les principes sources, le père fondateur, c'est Peter Koenig, c'est celui que vous voyez à gauche. C'est un entrepreneur immobilier britannique qui vit à Zurich depuis pas mal d'années. Et lui, il a réalisé que dans son expérience professionnelle, dans son parcours, qu'il y avait des phénomènes récurrents. Et il s'est interrogé sur ces phénomènes récurrents, puis il a décidé de les conceptualiser. Et il a nommé ça les principes sources. Mais Peter est très bon pour les raconter dans le storytelling. Par contre, il n'aime pas forcément les écrire. Raison pour laquelle c'est Stéphane Merkelbach, que vous voyez à droite, qui a consigné dans un livre qui s'appelle Un petit livre rouge sur la source, les principes sources et un interviewant Peter Koenig. Donc, pour les personnes intéressées pour approfondir le thème, je vous recommande ce livre. Il a d'ailleurs été traduit aussi, sauf erreur, en anglais et en allemand. Donc, un bref résumé ici, je ne vais pas approfondir parce que j'aimerais plutôt partager l'expérience que j'ai fait avec, mais ici, les principes sources tels que Peter les présente. Donc, tout d'abord, il y a une seule source, donc ça veut dire une seule personne qui a le statut de personne source dans un projet, dans une entreprise, dans une organisation. Et cette personne, elle a un rôle particulier, donc c'est elle qui a la vision, qui a eu l'idée originale du lancement, que ce soit du projet, de l'entreprise ou du thème en question. C'est elle aussi qui définit quel est le prochain pas, qui sait quel est le prochain pas, qui va dire qu'est-ce qui fait partie ou pas du champ de ce projet ou de cette entreprise. Et puis, donc, elle a vraiment un rôle particulier et c'est aussi celle qui va en premier prendre le risque. Donc, quand elle a une idée originale pour créer quelque chose, c'est la première qui va faire un pas, qui va prendre le risque et puis qui va inspirer d'autres personnes qui vont venir la rejoindre dans son champ pour donner de l'énergie au projet ou à l'entreprise. C'est aussi quelqu'un qui a une aura particulière qu'on va écouter plus que d'autres. Quand cette personne prend la parole dans un collectif, ben, en fait, sa parole, elle a plus de résonance. Cette personne source, elle a aussi la responsabilité de clarifier le chemin, clarifier le projet, clarifier l'intention, de manière à ce que toutes les personnes qui travaillent avec elle puissent suivre et savoir dans quelle direction on va. Cette personne particulière va avoir une influence sur la pérennité du projet ou de l'organisation. C'est-à-dire que si cette personne en fait quitte le champ sans avoir transmis la source, ben, en fait, le projet ou l'entreprise peut à terme, disons, disparaître, en tout cas symboliquement. Et donc, c'est important que cette personne, si elle s'en va, qu'elle puisse en fait transmettre un successeur à quelqu'un. Et enfin, il définit aussi les relations parce qu'il y a une personne source, mais il y a différents domaines d'activité, par exemple dans une entreprise, et les responsables de ces différents domaines vont être ce que lui appelle les sources spécifiques. Alors, concrètement, dans le projet
qui s'appelle Lifelong Learning que j'ai réalisé avec mes collègues dans notre haute école. On a mobilisé toute une série de choses, pas forcément de manière systématique ou en se basant sur un quelconque guide, mais en allant chercher des ressources à différentes sources. Tout d'abord, on a fait ce que j'appelle formation-action. Ça veut dire quand on a créé l'équipe de projet, quand on a mis en place les différents cercles et l'organisation, bah, à chaque fois, on a commencé par former les gens sur la thématique. Donc, on a fait une formation interne sur la gouvernance partagée et ensuite, on a appliqué progressivement. On a fait une formation sur les principes sources et ensuite, on a appliqué pareil pour la sécurité psychologique. Donc, on a à chaque fois donné des éléments, surtout qu'on est dans une haute école fédérale. Donc, les gens sont habitués à être formés et à enseigner aussi. Et donc, cet apport de base avant la mise en pratique, la mise en action était importante dans notre contexte. Deuxième point, on a aussi utilisé des facilitateurs internes et externes. Quand je dis interne et externe, c'est que on avait un consultant externe qui nous a aidés pendant toute la durée du projet, mais on a aussi formé des personnes internes pour être capables de modérer les séances. Et on a mis en place certaines pratiques dans nos réunions. Donc, on a structuré les réunions d'une certaine manière pour favoriser les échanges. On a fait des tours d'inclusion, équilibrer le temps de parole, et puis on les a fait modérés par justement ces facilitateurs, facilitatrices, pour que ce ne soient pas les responsables hiérarchiques qui doivent intervenir en même temps pour conduire la séance, être responsable du temps, du contenu, des échanges. Donc là, c'est les facilitateurs qui jouent ce rôle-là. On a travaillé aussi sur la sécurité psychologique parce que dans un projet de transformation et de fusion, il y a bien sûr différentes peurs qui peuvent se manifester à différents moments. Et donc, on a mesuré la sécurité psychologique avec un sondage et puis on a travaillé sur les éléments qui sont ressortis avec un cercle sur la culture, collaboration et le change management qui a pris en compte des éléments qui sont sortis dans ce sondage. On a fait participer les gens. Donc, au moment le plus actif du projet, on avait pratiquement 60 personnes qui étaient impliquées dans les 16 cercles qu'on avait dans l'organisation de projet. Et puis, on les a consultés régulièrement pour leur demander leur avis sur des éléments importants, notamment quand on a fait la nouvelle structure, la nouvelle organisation, bah, on a fait un sondage pour récolter l'avis des 140 collaborateurs sur les propositions qu'on faisait et cette entrée en fait dans le processus de décision. On a utilisé des outils collaboratifs, visuels, mais enfin pas autant qu'on aurait pu, mais on a essayé d'avoir justement des plateformes. Nous, on travaille avec Teams, alors on a essayé d'utiliser les ressources qu'on avait à disposition avec cette plateforme-là. On a fait quelques coachings individuels pour des personnes qui manifestaient une difficulté particulière à intenter par rapport à leur rôle dans le cadre du projet ou certaines conséquences de certaines décisions. Beaucoup de communication. Alors, cybercafé tous les mois, on a des informations par email, on a un intranet, on a communiqué à chaque fois qu'il y a eu des décisions importantes qui ont été prises au niveau de la gouvernance. On s'est basé sur un concept et puis une raison d'être évolutive et ensuite on a fait un plan d'action puis des petits pas comme j'entendais tout à l'heure. Et on a aussi documenté ce projet avec un petit documentaire filmé à différentes séances, moments clés du projet. Et puis l'articulation importante avec la direction aussi. Donc, il y avait une partie de choses qui venaient en top-down. C'était le lancement du projet. Certaines décisions venaient de notre conseil d'administration et notre direction générale. Et puis, une bonne partie aussi des éléments, des propositions émergeaient justement des cercles avec les différents collaborateurs. Alors, quelques défis et points de vigilance pendant ce projet. Donc, tout d'abord, l'articulation entre l'organisation permanente et puis le projet, cet aspect top-down et bottom-up. On avait un comité de pilotage qui était en fait l'interface entre les deux gouvernances. Et puis, c'est moi qui étais en fait à cette interface. Donc, j'étais responsable du projet de fusion d'un côté et membre de la direction qui informait et qui articulait avec le comité de pilotage pour faire remonter en fait les éléments au niveau de décision.
On a eu quelques défis sur la légitimité des sources spécifiques. Ça veut dire quand une personne n'a jamais eu une responsabilité d'encadrement et qu'elle se retrouve à piloter un cercle avec plusieurs personnes dedans, c'est pas facile de se faire reconnaître, accepter et par les autres et aussi soi-même d'avoir la posture, la confiance pour pouvoir effectuer ce rôle. Donc là, on a eu des choses à faire. La modération des réunions, pas facile non plus pour des personnes qui n'ont pas une fonction hiérarchique de présider des séances face à des personnes qui ont justement des rôles hiérarchiques dans la structure. Processus de décision, donc on a dû mettre en place différents types de processus de décision à différents moments. On a eu des décisions classiques par la ligne hiérarchique, mais on a aussi des décisions par consentement, des fois des votes, donc selon les moments. On a constaté que les valeurs déclarées institutionnelles et les valeurs des personnes n'étaient pas toujours alignées, pas toujours les mêmes. On est allé les recueillir, donc on a une charte qui définit les valeurs institutionnelles et puis ensuite dans la réalité vécue, on a discuté avec les gens quelles étaient les valeurs importantes et on a vu que ce n'était pas toujours les mêmes, donc là il y avait un travail à faire. La transparence, quelles informations on transmet, quand, à qui, comment, ça c'était aussi un enjeu important. Il y a eu des résistances, surtout quand on a discuté d'aspects de rôle, structure, statut, de nom aussi. Le nom du futur secteur était aussi un thème délicat. Et puis, la métaphore de l'iceberg, on l'a aussi beaucoup vécu. Il y avait plein d'éléments implicites. Pour vous donner des exemples d'éléments implicites, c'est dans quelle langue on parle dans les séances, dans quel lieu on organise les rencontres, quel est le poids, parce que dans les deux secteurs qu'on fusionne, il y en a un qui est 3 fois plus grand que l'autre ou 2 fois plus grand que l'autre en effectif, ou bien dans les représentations régionales, la partie alémanique est plus significative en effectif que les parties latines en Suisse romande et au Tessin. Et donc, ces questions de poids respectifs des uns et des autres et les peurs que ça a pu susciter, c'est des éléments qui étaient justement en dessous du iceberg. Donc, il y a plein d'éléments que je pourrais encore vous raconter, mais je vais passer la main à la suite et puis je discuterai volontiers avec vous tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci beaucoup, chère Laura, merci. On aurait adoré en savoir plus, hein, parce que tu évoques beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, je pense, qui nous parlent toutes et tous, en tout cas tous ceux qui ont tenté en fait, cette transformation organisationnelle et cette culture organisationnelle. Donc, enfin, on se réjouit d'en parler avec toi tout à l'heure, hein, de toute façon, puisque j'ai vu aussi que tu avais des questions dans le Q&A, donc n'hésite pas à te connecter maintenant pour y répondre. Et c'est un petit rappel à toutes et tous de poser vos questions aux intervenantes et intervenants dans ce Q&A. Cher Pascal, bienvenue, tu es directeur général de TransN et on se réjouit d'entendre ton témoignage. Je vais te passer également le contrôle. Et puis comme ça, tu peux démarrer. Voilà, la parole est à toi. Merci Christophe, bonjour à toutes, à tous. Alors, on va, en principe, ça devrait fonctionner. Alors, apparemment, j'ai cliqué, mais ça n'avance pas. Voilà, ça y est, c'est parti. Très bien. Alors, moi, je suis le directeur général de l'entreprise TransN, entreprise de transport public sur le canton de Neuchâtel. Et puis, cette entreprise, elle comporte 560 collaboratrices, collaborateurs qui sont disséminés sur 8 sites. Et puis, nous avons au sein de notre entreprise 17 nationalités différentes. Donc, déjà là, une configuration, je dirais, qui n'est pas forcément commune à toutes les configurations. Alors, quelques chiffres clés. C'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 107 millions. Nous avons 23 millions de voyageurs en 2022, donc c'est toujours un petit peu moins qu'en 2019. Ça représente 63 000 voyageurs par jour. Et nous avons 170 véhicules lourds. Alors, ces véhicules lourds, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des trains de voie étroite, de voie normale, des bus, des trolleybus, des funiculaires.
Donc, nous avons une assez grande diversité au sein de notre entreprise en termes de production. Et puis, nous avons 38 lignes. Ceci représente environ 250 km de lignes. Au niveau de notre population, eh bien, nous avons, sur ces 560 collaboratrices, collaborateurs, nous avons 350 conducteurs, conductrices, des pilotes de train aussi, environ 120 collaboratrices, collaborateurs qui s'occupent de la maintenance, que ce soit des véhicules ou de l'infrastructure, 50 personnes en administration, gestion, une vingtaine d'apprentis et une vingtaine d'auxiliaires. Alors, un petit peu l'historique de cette entreprise. Moi, j'ai été engagé en 2012 pour opérationnaliser en fin de compte la fusion de deux entreprises, une qui était dans le bas du canton, l'autre dans le haut du canton, qui s'appelait TNT-RN, et on a donc créé Transen SA. L'objectif des propriétaires actionnaires de l'entreprise, eh bien, c'était d'augmenter l'efficience de 8%, et cet objectif devait être atteint après 5 ans. Alors, ces deux entreprises, elles étaient de taille égale, mais avec des cultures d'entreprise très différentes. Mais toutefois, un point commun, c'est que c'était des organisations très pyramidales avec un management directif. Ensuite, en 2014, ça a été le début des grands chantiers de fond, je dirais, industrialisation des processus, certification ISO, mais surtout le début de la mise en place du management horizontal. Donc, on a commencé de déconstruire cette pyramide. Nous avons intensifié les formations au niveau de l'encadrement et puis surtout fait tous les travaux de fond pour créer cette nouvelle culture d'entreprise, à savoir travail sur la mission, vision et surtout les valeurs. Et ça, nous l'avons fait dans un esprit plutôt bottom-up que top-down. Et puis, nous avons créé ensemble un projet d'entreprise qui s'appelait Projet de transmission et qui visait vraiment à transformer l'organisation avec une nouvelle culture. En 2016, quelques constats, eh bien, il restait 63% de l'encadrement n'était pas en poste en 2012. Donc, il y a eu pas mal de modifications au sein de notre structure et puis surtout, nous avons diminué le nombre de cadres de 50% par rapport à 2012. Tout ceci pour peu à peu préparer, je dirais, la transformation de l'organisation pour aller vers un système plus souple, plus agile, et on le verra après vers la gouvernance partagée. Ça a aussi été le début de l'intensification de la formation interne et du coaching pour tout le management intermédiaire. En 2017, eh bien, ça a été la mise en place de la méthode ProSci pour la gestion du changement. Donc là, nous sommes vraiment entrés dans la phase de transformation de l'entreprise au niveau vraiment culturel, avec la formation des change managers. Donc, nous avons des change managers qui sont disséminés dans toute l'entreprise, dans tous les départements. Et puis, en 2018, ça a été vraiment le focus sur la transformation avec les formations internes focalisées sur ce changement, la méthode de changement. En 2019, eh bien, ça a été le renforcement de la gestion matricielle en mode projet. Donc là, nous avons habitué nos collaboratrices, collaborateurs, cadres intermédiaires à fonctionner en fonction des projets qu'ils gèrent.
Et puis là aussi, comme Laura, nous nous sommes trouvés dans des situations où des managers doivent gérer des séances, justement pas des managers, doivent gérer des séances où dedans la séance, il y a des gens qui hiérarchiquement dans l'ancienne organisation étaient leurs supérieurs. Nous avons renforcé à partir de 2022 l'encadrement au niveau des ressources humaines pour justement avoir plus de proximité avec nos managers, jouent ce rôle de RH et de décentraliser en fonction aussi un petit peu cette fonction RH avec du coaching. Nous avons créé un service en état-major pour coordonner toute cette transversalité avec les change managers. Et puis maintenant, en 2023, nous allons concrètement démarrer avec cette gouvernance distribuée, avec la mise en place de groupes pilotes au sein de notre organisation. Et puis concrètement, ça veut dire que nous débutons la transformation de l'organisation qui va inclure toute l'entreprise. Alors, c'est tout frais. Là, nous débutons le 25 mai avec les informations et discussions avec tous nos collaboratrices, collaborateurs qui sont concernés par cette nouvelle organisation de mode gouvernance distribuée. Alors, nous avons déjà fait des tests au sein de l'entreprise, mais nous allons les déployer à plus grande échelle. Et puis, l'objectif, c'est que peu à peu, toute l'entreprise fonctionne de cette manière-là. Alors, quelques constats. Donc, les éléments structurants, à notre sens, qui ont favorisé l'évolution culturelle, nous avons vraiment pris du temps pour former nos managers et futurs, je dirais, acteurs du changement et de la gouvernance distribuée. Donc, 4 jours de formation par an pour eux, hors formation métier. Et dans ces formations, on traite d'intelligence émotionnelle, de coaching, autonomisation des équipes. Donc, ça a été un des points clés. La gestion organisationnelle en co-construction. Et puis, au niveau de notre culture, c'est clair, nous avons le droit à l'erreur. Et le fonctionnement organisationnel a été aussi revu en fonction des processus, donc en favorisant la co-construction et la transversalité. Et puis, l'élargissement des compétences et au niveau de la sphère d'activité, ça c'est quelque chose aussi que nous essayons de mettre en place. Par exemple, des pilotes de train ont fait leur permis bus, et ceci a comme avantage que quand il y a des interruptions de ligne qui sont parfois de longue durée, ces pilotes-là peuvent conduire les bus. Donc, eux sont contents, ils ont de la diversification au niveau de leurs fonctions. Et puis, pour nous, au niveau de l'agilité, c'est très intéressant, surtout au niveau des clients qui ont à disposition tout de suite un moyen de substitution, étant donné que nos pilotes sont là. Les effets produits par l'évolution culturelle, ce qu'on a constaté au niveau des indicateurs, le turnover est stabilisé à 4,9%, donc c'est assez bas, parce que poser la question, peut-être trop, on verra sur le long terme. La simplification des processus et de la chaîne de décision, l'augmentation de la satisfaction des clients, donc là on a mesuré un effet aussi, on est passé de 6,8 à 7,1. Et puis, l'agilité augmentée par la diversité des tâches mises en place, comme je l'ai dit, au niveau des pilotes de train, par exemple. L'indice de satisfaction du personnel qui était bon, globalement, il reste au même niveau. Par contre, actuellement, nous avons un niveau d'absentéisme qui est assez haut au niveau de notre population. Et là, nous cherchons les causes. Au niveau du constat, l'autonomie à tous les niveaux est vraiment une clé de réussite à notre sens. Il y a un besoin important de coaching et de suivi
Et puis là, le comité de direction va vraiment avoir un rôle de sponsor important. Et puis, tout en mettant aussi l'accent sur le bottom-up et inclure toutes les couches de l'organisation. Donc, on a fait aussi le choix de transformer l'organisation avec souplesse au niveau temporel afin que chacun ait le temps de se transformer aussi au niveau personnel. Alors, les flops et les tops, eh ben, l'encadrement intermédiaire n'a pas toujours été impliqué suffisamment, on s'en aperçoit maintenant. Donc, au niveau de l'homogénéité de l'encadrement de l'entreprise, ce n'est pas toujours bon au niveau de l'autonomie, ceci pose des problèmes de gestion. Alors, ce n'est pas généralisé, ce n'est pas très grave. Mais enfin, là, on s'est aperçu qu'il y a eu un manque. Par contre, au niveau du top, ce que l'on constate, c'est que les jeunes talents sont vraiment porteurs du changement. Et puis, ceci au niveau de l'autonomie, notamment, ils ont apporté énormément et puis ils sont vraiment vecteurs du changement. Et pour la gouvernance distribuée, ben, c'est vraiment un élément qui va nous permettre justement d'aller de l'avant avec les projets pilotes. Un grand merci. Merci beaucoup, cher Pascal. Passionnant. Et bravo pour ces excellents résultats d'ores et déjà de cette transformation. On se réjouit d'en parler avec toi tout à l'heure. Et merci pour ton témoignage. Voilà, on accueille déjà le dernier témoigneur, si on peut dire, de cette conférence d'aujourd'hui. Ça est d'Olivier Mottier. Olivier est directeur de l'Agapé, foyer de Salvan, et il va également nous faire part de son expérience. Cher Olivier, la parole est à toi et également le contrôle à distance. Voilà, je te le donne et je te laisse la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais aussi faire un test, être patient. Voilà, c'est tout bon. Donc, je m'appelle Olivier Mottier, je suis directeur du foyer de Salvan, qui est une institution qui accueille des mineurs en très grande difficulté. Donc, principalement, nous sommes sur le Valais, mais nous sommes une institution genevoise, donc on accueille principalement des familles et des enfants genevois qui ont été placés par la justice pénale et civile. Et pour une toute petite partie, pour des parents qui sont dépassés par la situation de leurs enfants, donc, et qui demandent un coup de main de la part d'institutions socio-éducatives. Donc, je dirige à la fois un foyer éducatif internat, mais aussi une école. Et puis, on a aussi créé, grâce à cette transition culturelle, des structures beaucoup plus agiles, notamment une structure de jour qui est une des résultantes qu'on a pu mettre en place, c'est-à-dire la capacité à l'institution de s'adapter aux besoins de l'enfant et non l'inverse. Voilà. Entre autres, je suis passionné par toutes ces questions de management du changement, l'horizontalisation du management, etc. Donc, soit par mes activités, j'enseigne en gestion d'équipe, dans les conduites de changement et puis les gestions d'équipe, et puis un master que j'ai réalisé principalement sur ce sujet avec l'idée aussi de créer un outil diagnostique au bénéfice des entreprises pour qu'elles puissent véritablement... Est-ce que vous m'avez toujours là? Parce que j'ai... Vous m'entendez? Très bien, très bien. Très bien, super, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur mon écran. Je ne sais pas ce que j'ai tout perdu là. Alors, attendez. Comment je fais ça maintenant? J'ai reçu un téléphone qui m'a enlevé mon écran. Attendez. Ah oui, ça arrive. Ah, voilà, donc c'est tout bon. Excusez-moi. C'est parfait. Donc, tout ça pour dire que, voilà, je vais y arriver. Donc, une institution socio-éducative qui accueille donc une quarantaine de jeunes, 60 employés, une soixantaine d'employés, et puis pour un budget annuel environ de 5 millions de francs, et puis plusieurs corps de métier, donc des enseignants, des éducateurs, des enseignants spécialisés, du personnel de maison, cuisiniers, etc. Donc, quelque chose de multi-identitaire. Le premier visage que vous avez au milieu de l'écran en haut montre notre stupéfaction que nous avons eue il y a à peu près une quinzaine d'années, parce que nous n'avons pas eu le choix de la transition culturelle.
parce qu'on s'est retrouvé assez rapidement en 2000, j'allais dire à peu près 8-9, face à une situation qui nous a fait nous rendre compte que nous étions face à une pédagogie qui était complètement inefficiente. C'est-à-dire que tous les outils pédagogiques que nous avions n'étaient plus efficaces au niveau des familles et des enfants. Donc, on a perdu pied à ce moment-là. La deuxième chose, on s'est rendu compte que notre gouvernance de type patriarcal, verticale, extrêmement structurée de manière pyramidale n'était plus efficiente non plus, avec des choses, des grosses résistances, avec des groupes qui s'autogéraient, je vais dire, dans l'implicite et non pas de façon collaborative. Et puis, la troisième chose, on s'est rendu compte qu'avec une gouvernance qui commençait à défaillir et d'autre part une pédagogie qui était devenue inefficiente, on s'est retrouvé dans l'impossibilité de remplir notre mission. Donc, nous, ça n'a pas été un choix de faire cette transition, ça a été une obligation, puisque un des documents qui avait été créé en 2010, on avait évoqué même la fermeture de notre foyer à un moment donné en se disant qu'on n'était plus adapté aux besoins des jeunes. Donc, si... là, voilà... Ça fonctionne. Ah, voilà. Donc, nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu une évolution du type de jeunes accueillis. Ça, c'est la première chose. Des collaboratrices et des collaborateurs qui arrivaient avec un autre rapport au monde, notamment la génération Z. Je pense aux stagiaires et aux jeunes personnes que nous engagions. Nous avons fait des constats au niveau des mutations psychosociétales qui montrent que nous sommes dans un monde, et ça l'a été dit par Sandrine, donc qui est extrêmement changeant, avec des rapports au monde qui ont complètement changé et une évolution des types de gouvernance absolument nécessaire si on veut pouvoir remplir les missions qui sont les nôtres. Par conséquent, nous avons d'abord retravaillé profondément notre pédagogie. Donc, ce n'est plus le jeune qui s'adapte à l'institution, mais l'institution qui s'adapte aux besoins des jeunes. Et ça nous a amené à une nouvelle gouvernance, puisque adapter la pédagogie nous a obligés à adapter la gouvernance. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on a vécu. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas la volonté de changer la gouvernance, c'est le besoin pédagogique des jeunes qui nous a amenés à nous re-questionner sur la gouvernance. Donc, du coup, on a passé d'une autorité de type vertical à une gouvernance, j'allais dire, donc centrée sur le développement des compétences et de l'autonomie des personnes. Donc, actuellement, nous sommes dans un management situationnel. Nous travaillons avec des outils comme le cycle de l'interdépendance, qui est basé plutôt sur la qualité des relations que nous avons plutôt que sur les process ou les outils, etc. Délibération éthique avec des facilitateurs, la capacité de prendre des décisions en l'absence d'un chef, des décisions compliquées, complexes, voilà. Et puis un système de valeurs qui est basé sur les qualités d'être et l'éthique du care. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais qui est un vrai projet de société, qui est un vrai projet d'institution, c'est-à-dire comment nous réparons le monde ensemble, en fait. Donc, du coup, ça, c'est la valeur de base, et puis qui nous permet d'être sur des relations qui sont plutôt fondées sur nos postures, et puis des valeurs qui vont fonder nos postures et nos comportements. En quelques mots, au niveau historique, donc j'ai mon prédécesseur qui avait fait ce constat-là et qui avait fait une supervision et qui avait tenté de changer un peu les choses, et il avait fait déjà des belles choses. En 2012, nous rentrons dans une phase pionnière. Pendant 4 ans, nous, contrairement à ce qui avait été dit par Sandrine, on a dû vivre dans l'insécurité, donc on a été obligé de mener ce projet-là. Donc c'est une crise pendant 4 ans avec 50% de départ. Mais on savait qu'il fallait qu'on change quelque chose et on l'a changé, et il y a un 50% restant qui a été d'accord avec ce projet. Cette partie-là nous a amené à une deuxième phase qui a été la phase normative, où là nous avons commencé à réadapter notre système de gouvernance et notre système de tout ce qui est comment on appelle ça, les process, tout ce qui est les procédures, tout ce qui est etc. Donc on l'a complètement réadapté. L'horizontalisation de la hiérarchie, la diminution des processus pour rendre qu'on appelle l'entreprise beaucoup plus agile, enfin, etc. Ça a été une phase où on a beaucoup travaillé finalement les normes qui permettent d'avancer dans notre... Est arrivé à un moment donné où, bien sûr, on est rentré dans une phase éthique, c'est-à-dire entre ce que l'on dit qu'on fait et ce que l'on fait réellement. On s'est donné les moyens de critiquer travail prescrit, travail réel par rapport à cette volonté d'être dans une gouvernance de type situationnel. Et du coup, ça nous a amené à une négociation éthique pendant plus de 4 ans pour vraiment, véritablement mettre en place des postures, des comportements, des outils, des types de gouvernance
qui sont adaptés aux personnes qui y travaillent. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Et aujourd'hui, on est… les petits symboles électriques que je suis en train de vous montrer là, c'est qu'à chaque fois, il y a eu des crises qui nous ont amenés là-dedans. Je suis systémicien aussi, donc pour moi, la crise, c'est l'opportunité de pouvoir faire avancer des choses, donc repérer, créer l'urgence parfois, et des fois, il faut même la créer, permet de passer à une dernière phase. En 2023, nous sommes en train de créer donc un projet qui s'appelle Salvant 2025, et c'est pour rentrer dans une phase qui est pour nous extrêmement importante, c'est comment on est congruent entre les choix que nous avons faits de cette transition vers l'agilité, tant dans la gouvernance que dans la pédagogie. Voilà, je vois que le temps avance. Concrètement, je ne fais que de nommer les choses. La transition de Salvant, c'est une approche situationnelle, c'est-à-dire un management qui est centré sur la personne dans ses compétences et son autonomie. Je n'ai pas le temps de l'expliquer plus en détail, mais voilà. La deuxième chose, c'est un plan de communication. Nous aimons beaucoup tout ce qui est informatique et tout, mais nous sommes en train de nous rendre compte que l'informatique aujourd'hui est en train d'accélérer le temps, dépersonnaliser les relations. Donc, nous avons mis en place un plan de communication que nous nuançons avec ce qui est information et nous privilégions les relations directes, nous privilégions le présentiel, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'agilité est parfois freinée par les nouveaux moyens de communication. C'est peut-être un peu paradoxal ce que je vous dis, mais nous sommes en train de faire des constats à ce niveau-là, puisque nous avons fait un petit diagnostic de l'efficience parfois de l'échange par mail ou par SMS. La troisième chose, c'est l'éthique du care. Nous avons fait un choix aujourd'hui d'avoir un vrai projet de société basé sur l'éthique de la sollicitude. Et je remercie à ce niveau-là tout le travail qui a été fait par beaucoup de femmes, hein, Carole Gilligan, Joanne Tronto, Fabienne Brugère, sur comment on prend soin les uns des autres. Et qu'en ayant ça comme valeur, j'allais dire, fondatrice, ça permet justement une gouvernance qui est extrêmement agile, puisque l'intérêt, c'est qu'on puisse avoir des jeunes qui puissent aller le mieux possible, et puis des collaborateurs qui puissent travailler ensemble dans ce que nous avons essayé de travailler, qu'on appelle l'amitié professionnelle. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un concept que nous développons depuis 6 ans. À travers un de mes collaborateurs qui est en train de développer ça, et ça fonctionne relativement bien. Le cycle de l'interdépendance, donc c'est l'accompagnement du collaborateur dans son émancipation à la responsabilité, donc avec l'effacement progressif du lien d'autorité pour être dans une relation qui est authentique et qui est basée sur l'expérience. L'autorité horizontale, vous le connaissez bien, mais nous, on a intégré cette autorité horizontale dans les mutations psychosociétales on a beaucoup fait de recherches là-dessus où on se rend compte que c'est la fin du patriarcat aujourd'hui et il y a une nouvelle civilisation qui est en train de naître. Mais ça fait l'objet de nombreuses explications, mais je n'ai pas le temps ici. Et puis la troisième chose, j'aurais dû mettre conduite au changement et pas formation à résistance, mais c'est-à-dire qu'on a mis en place toute une série de formations et on a légitimé la résistance, on a autorisé la résistance comme une opportunité, je refais appel à la systémique, comme une opportunité à rentrer dans de la crise. Et en systémique, on dit souvent que c'est dans la confusion, dans la non-clarté qu'on devient créatif. Donc, ça vaut la peine aussi des fois d'être insécure, parce que dans l'insécurité, on va rechercher l'homéostasie, on va rechercher l'équilibre, et en recherchant cet équilibre-là, on va être créatif, parce que des fois, il faut faire autrement, comme le barista entre la préparation du café et quand il devient barista. Voilà. Donc, ça nous a donné tout ça aujourd'hui. On peut dire qu'on est dans une forme d'organisation agile, une organisation humaniste. Moi, je lis vraiment les deux. L'humanisme nous permet de devenir agile et une organisation individualisée, pas individualiste, individualisée, c'est-à-dire interconnectée. Voilà, je vais passer, je n'ai pas le temps, je vais la passer cette slide, mais c'était un exemple de ce que nous avons fait dans les institutions. La toute dernière qui est en bas à droite, vous voyez, par exemple, on est en train de revoir les axes stratégiques de 2023-2025 et la petite case rose, vous voyez qu'il y a les jeunes. Les jeunes aujourd'hui font partie du collège de direction. Nous avons un collège de direction et les jeunes, par exemple, ils ont des délégués et ils ont participé à la création de ces axes stratégiques jusqu'en 2023. Ils sont au cœur de leurs décisions, bien sûr, par rapport à leur niveau de compétence, à leur âge, à leur maturité. Et ils ont participé de façon active à la fixation des objectifs des axes stratégiques 2023, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle
dans notre jargon, une désinstitutionnalisation. Donc, on ne croit plus en ces grandes institutions qui réunissent 30, 40, 50 gamins, mais que véritablement, il faut travailler par microstructures pour rendre les structures beaucoup plus agiles et éviter cette synergie qui souvent nous handicape et nous empêche de prendre des bonnes décisions. Voilà. Si je dois conclure, et je vais conclure, les réussites, l'efficience des réponses pédagogiques, nous sommes capables aujourd'hui de répondre aux besoins, l'émancipation du personnel, la créativité, nous sommes en train de créer des outils qui sont en train d'être, qui prennent un niveau un peu roman aussi aujourd'hui parce que nous avons osé des choses. Entreprise en santé, donc régulièrement nous faisons des audits pour savoir quel est l'état de santé de nos collaborateurs et qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut agir. Les personnes qui sont au centre et l'engagement de leurs responsabilités, l'éloge de la vulnérabilité et pas l'éloge de la faiblesse, etc. Vraiment, on a un seul point commun entre nous tous, c'est que nous avons tous nos vulnérabilités et d'en prendre soin, ça permet des choses qui sont assez édifiantes. Et l'interdépendance, les limites, alors effectivement, c'est l'insécurité. Celui qui est pour une autorité de type vertical, il est très insécurisé dans ce système. Et j'ai 2-3 collaboratrices et collaborateurs où je dois vraiment les accompagner parce qu'ils réclament, et c'est le deuxième point, l'appel à ce monde vertical, ils ont besoin d'être rassurés. Et ça appelle le dernier point de ce chapitre des limites, c'est l'élitisme. Nous, on s'est rendu compte qu'on commence à engager plus des gens qui sont dans cette posture-là. Et du coup, on n'est plus tellement dans de la conduite au changement pour les personnes. Et puis ça, il faut qu'on fasse un petit peu attention. L'autre chose, c'est l'autonorme et l'indépendance. Il y a des personnes qui sont en train de confondre participation et je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Il y a un changement planifié, il y a un changement émergent. Et enfin, les perspectives. Nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, la gouvernance viendra du social. C'est un petit plaidoyer de ma part, un petit côté militant. C'est-à-dire que le monde social, le monde médico-social, le monde de la psychiatrie, le monde de la vulnérabilité, en fait, est en train de nous montrer le chemin et la voie à prendre par rapport à ce projet social qui est l'éthique du care, le prendre soin mutuel et réciproque. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Olivier, c'est passionnant. Je crois qu'en tout cas, aujourd'hui, on a beaucoup de contenu. On aimerait évidemment continuer à creuser ça pendant des heures. Il nous reste quelques minutes. Je propose en tous les cas qu'on passe à la table ronde, si vous êtes d'accord. Donc, je vais demander aux différents intervenants de réactiver leur micro. Je vais arrêter le partage d'écran, voilà, comme ça vous nous voyez mieux. Voilà, on a Stéphanie, Laura, Pascal et Olivier. En tous les cas, un tout grand merci pour votre présentation, pour vos présentations. C'était hyper inspirant. Pour moi, je commencerai peut-être par une question. Et puis, je remercie également d'avoir pris le temps de répondre aux questions déjà posées par les participants. Mais on a parlé, vous avez parlé de transformation culturelle qui était fondamentale. On oppose souvent, on oppose, en tout cas, on considère complémentaire la transformation culturelle et transformation organisationnelle. Je vais y arriver. Et pour vous, quels sont les principaux éléments à faire évoluer en termes de culture, hein, il y a un ou deux éléments à faire évoluer pour donner la possibilité à mon organisation d'aller vers l'agilité. En termes de culture, quels sont les principaux éléments? Qui veut prendre la parole là-dessus? Tiens, Laura, peut-être. Allez, je te prends au dépourvu. Les principaux éléments, chère Laura, à faire évoluer. Pour moi, un premier élément, c'est faire participer les personnes. Ça veut dire que pour faire évoluer en fait la culture, ça concerne les gens. Et donc, ça veut dire que chaque personne doit pouvoir contribuer parce que la culture, c'est la somme en fait de toutes les personnes qui constituent aussi une organisation, mais c'est aussi son histoire. Et donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'histoire, de d'où on vient et d'avoir une idée où on a envie d'aller et d'impliquer les gens pour qu'ils puissent en fait contribuer, puis dire qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui devrait changer. Donc, je pense que cette partie d'implication est importante. La deuxième chose, c'est d'avoir une vision, d'avoir du sens, d'avoir quelque chose qui attire, en fait, qui donne envie, qui motive des gens pour aller vers autre chose que ce qui existe déjà, d'avoir aussi quelque chose qui pousse au changement, en fait, qui met en mouvement, parce qu'il faut quelque chose qui déclenche, en fait, le mouvement pour faire évoluer un certain nombre de choses. Et puis, je pense aussi, c'est les rôles, responsabilités des gens, les processus de décision. Donc, il y a plein de choses ensuite qui suivent. Merci beaucoup. Merci.
Est-ce que Oui. Stéphanie, tu veux ajouter Alors moi, quelque chose? je rejoins évidemment les 3 éléments mentionnés par Laura. Et je pourrais ajouter aussi, parce que j'ai toujours l'iceberg en tête, et c'est ce qu'on a vu que c'était le plus compliqué en fait. C'est un des éléments clés aussi, c'est d'identifier et de remettre en question, en tout cas de questionner les modèles implicites qu'on a de fonctionnement dans les équipes et dans l'organisation. Et souvent, on les prend pour acquis. Et en fait, c'est développer un état d'esprit qui commence à questionner. Quand on dit on a toujours fait comme ça, on sait très bien que c'est un peu de la résistance au changement, mais en fait, si on dit ça, c'est parce qu'on a pris quelque chose pour acquis. Et donc, c'est par groupe, par équipe, et puis après, au niveau de l'organisation, de développer cet état d'esprit qui commence à identifier nos modèles mentaux, ce que généralement, on ne se pose absolument pas comme question. Et c'est assez difficile de le mettre en place, mais c'est un modèle de pensée qu'on peut, une pratique, on va dire, dans notre état d'esprit qu'on peut mettre en œuvre et qui aide énormément justement à questionner, de se dire ok, qu'est-ce qu'on a toujours fait comme ça, pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça, ou à quoi ça, qu'est-ce que ça implique, etc. Donc voilà, c'est plus tout ce qui se passe dans l'esprit et qui est vraiment vraiment enfoui généralement. Si je peux juste rebondir là-dessus, Oui, Stéphanie, Laura. ça veut dire qu'il faut aussi prévoir des espaces pour Ouais, pouvoir discuter ça. Et souvent, totalement. dans l'organisation classique, dans le travail du quotidien, on n'a pas ces espaces-là. Et Non, quand on discute sur du contenu, sur des thématiques liées à exactement. notre domaine d'application. Et donc, je crois que la création d'espaces pour que les gens puissent prendre du recul, avoir une vision méta, puis discuter du fonctionnement et de la culture et de la collaboration, c'est aussi nécessaire. C'est extrêmement nécessaire et souvent le point de départ, c'est de le faire en dehors du site, de là où on travaille, et de prendre une journée, une demi-journée pour aller à l'extérieur. Et en fait, c'est pas juste une fois. Après, on développe un peu cet état d'esprit pour essayer sur la longueur de le garder et de remettre un peu en question ce qu'on a l'habitude de faire. Et juste pour rebondir aussi, nous avons tous nos colloques de direction en dehors du site. C'est une volonté Ah, de c'est pas... sortir du site et ça fait maintenant, je pense, 8 ans qu'on fait ça. Donc, on ne fait aucun colloque de direction en site, d'abord parce que ça nous préserve une bulle et puis deuxièmement parce que ça permet effectivement d'ouvrir l'esprit. Il y a quelque chose qui se passe dans nos schémas mentaux qui permettent de faire autrement les choses. Et puis le repas que nous passons ensemble fait partie du temps de travail. Ça, c'est des choses, voilà, c'est parce que ça fait partie aussi. Mais moi, il y a une chose, quand on parle de méta, c'est la métacommunication. Comment on apprend entre nous à métacommuniquer sur ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui permet à un moment donné d'aller voir justement, on a toujours fait comme ça. Voilà. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire on a toujours fait comme ça? Et c'est pour ça que moi, j'ai une approche aujourd'hui de type humaniste. C'est-à-dire comment aujourd'hui on est dans, et c'est pour ça que je suis très sensible à ce qui est en train de se faire, ce qui a été fait justement par l'éthique du Caire et par cette défense à un moment donné du féminisme, hein, mais ce féminisme éclairé, de dire sortir de cette logique patriarcale masculine, pour moi ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire basé sur le droit, la justice, enfin cette morale un petit peu carrée, mathématique, si je caricature, pour rentrer dans une éthique en fait qui est celle du prendre soin. Et quand les collaborateurs commencent à prendre soin des uns et des autres, je veux dire, le reste y suit en fait après. Et je suis entre le manager qui doit manager avec un changement planifié, mais aussi l'humaniste qui est là puis qui dit mais on vit qu'une fois, donc one life, donc comment aujourd'hui on fait de notre vie où on passe un grand temps au travail, où on peut être dans un projet humaniste, un projet de société en fait, sur on prend soin des uns des autres, quoi. Voilà. Et je pense pour moi c'est ça le principal dans l'agilité d'un système. Quand on est capable de ça, je pense qu'on peut aller très très loin dans nos organisations, quoi. Magnifique, passionnant. Et puis, c'est une chose qui est en filigrane hein, déjà de toutes vos présentations, mais la question du leadership là, au milieu. On a parlé, enfin Laura a parlé du principe de la personne source, et cette personne source qui finalement doit insuffler, et qui aussi doit donner de la légitimité aux sources spécifiques. On a vu que c'était une problématique. Peut-être Pascal, sur cette question, puisque toi, tu as évoqué un petit peu un flop hein, au niveau de l'encadrement intermédiaire. Comment toi, tu as fait en sorte finalement que ce rôle de la source il puisse être distribué dans les équipes, notamment auprès de ces sources spécifiques? Comment tu as essayé d'insuffler ça et comment tu as essayé justement de combler cette problématique de l'encadrement intermédiaire, la mise en place de tout ça? Oui, la difficulté là, c'est que il faut arriver à impliquer, je dirais, toutes les couches hein,
qui étaient les couches parties prenantes dans l'ancienne organisation, et puis de transformer ces couches plus ou moins à la même vitesse. Et en fin de compte, ceci est quasiment impossible. Bon, c'est vrai qu'on a eu quand même 2 crises à gérer entre deux, donc il y a eu des fois où ma foi, il a fallu aller au plus pressé et puis faire tourner l'entreprise en laissant notre projet de transformation un petit peu en deuxième plan. Mais maintenant, ce que nous constatons, c'est que oui, il y a un encadrement intermédiaire où on pensait qu'il était mûr et qui prenait ses responsabilités comme le reste de l'encadrement. Et puis, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Donc là, maintenant, ce que nous faisons concrètement, c'est que nous sommes en train de mesurer le delta qu'il y a au niveau de la compréhension du fonctionnement de cette nouvelle organisation. Et puis, on va mettre en place, on ne sait pas encore exactement quoi et comment, mais on va mettre en place des outils pour que ces gens-là soient inclus dans les réflexions et puis la progression, en fin de compte, la co-construction au sein de notre organisation. Donc, je pense que la correction du delta ne va pas être si compliquée que ça. Par contre, les effets peuvent être importants. C'est-à-dire que là, notamment au niveau de la gestion de la crise de l'énergie de cet hiver, on s'est aperçu qu'au niveau des processus, on avait vraiment des trous dans la raquette et quelque part, on a eu de la chance que certains risques ne se soient pas produits. Donc, c'est des petits éléments, mais qui peuvent avoir des gros effets. Et donc voilà, on va décortiquer tout ça maintenant et puis on va les inclure. Maintenant, je pense que la clé de la réussite au niveau leadership, c'est vraiment toujours rester sur du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que dans le processus de changement, si nos collaboratrices, collaborateurs comprennent qu'il y a du sens dans ce qu'ils font et qu'en plus, c'est eux qui ont proposé de le faire comme ça, c'est gagné. Mais d'un côté, l'organisation gagne quelque chose, mais de l'autre côté, il faut aussi que l'encadrement, les collaboratrices, collaborateurs gagnent aussi de leur côté quelque chose. Et puis là, eh bien, en souplesse, avec ce que nous avons mis en place en termes d'accompagnement autour du travail, eh bien, on essaye de mettre en place vraiment cette situation win-win pour que les choses se fassent, je dirais, avec agilité et naturellement. Merci beaucoup. Cette question de leadership, peut-être, Olivier ou Laura. Pour moi, il y avait la posture aussi, quel type de leader on veut. C'est plus la posture de servant leader. Ça veut dire comment est-ce que c'est possible que le leader d'une équipe, qu'est-ce qu'il doit mettre en place comme ressources pour pouvoir soutenir son équipe pour faire ce qu'elle a à faire. Et donc, c'est aussi le type de leader, de changer la posture en fait, du type de leadership qu'on souhaite. Et de faire attention, quand Pascal disait gagnant-gagnant, de faire aussi attention parce que quand on essaye de partager le pouvoir, de distribuer le pouvoir, il y a aussi une perte de pouvoir pour certaines personnes et un gain de pouvoir pour d'autres personnes. Et ce n'est pas facile de lâcher sur une partie de son pouvoir et de ses responsabilités. Et donc ça, c'était aussi un point qui n'était pas évident dans mon contexte professionnel, cet aspect-là. Merci Olivier. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai souvent dans mon discours, depuis quelques temps, je peux le faire, je ne le faisais pas au début, mais mon rôle va disparaître. J'en suis absolument convaincu. Et je fais tout aujourd'hui, nous faisons tout. En fait, on est plusieurs structures entre Genève et le Valais. Moi, je suis un cadre intermédiaire, en fait, directeur sur ça. Voilà, on est 4 directeurs, mais je pense qu'aujourd'hui, il restera un secrétaire général. Et puis, dans les entités, après, on va pouvoir rediluer la responsabilité. Donc, pour moi, on se dirige plutôt vers ça. Donc, une personne source générale. Et puis ensuite, c'est pour ça qu'on a mis en place, moi, j'ai des cadres intermédiaires qui ont des fonctions, qui sont engagés avec des responsabilités de type hiérarchique, mais qui n'ont pas de fonction hiérarchique. Je n'ai pas le temps de l'expliquer là comment. Quand je suis parti dans cette idée il y a 10 ans, on m'a dit « t'es fou ». Et puis aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que j'ai 5 cadres intermédiaires, je les appelle comme ça, mais c'est pas, mais ils ont chacun des dicastères extrêmement bien précis en fonction de leurs compétences. Et puis ensuite, ça va permettre une certaine agilité
parce qu'ils peuvent changer de dicaster du coup. Si tout d'un coup, il est plutôt dans ce dicaster, puis il l'a fait pendant 3 ans, l'autre il peut changer, enfin, etc. Il y a une agilité aussi, mais qui est liée à l'intérêt que j'ai pour ce que je vais faire. Et puis l'autre chose aussi qu'on a beaucoup développé, on a développé un outil qui s'appelle la négociation éthique. C'est-à-dire que moi, en tant que leader, comment aujourd'hui je vais toujours à la quête, c'est pour ça qu'on est sorti du gagnant-gagnant, je veux dire, comment on va toujours à la quête de ce qui est précieux. Et je pense que c'est pas ce que vous disiez, Rémi, par rapport à ça, mais qu'est-ce qui est précieux pour le collaborateur et la collaboratrice et qu'est-ce qui est précieux pour moi et ce à quoi je suis prêt à m'astreindre et ce à quoi tu es prêt à t'astreindre pour arriver au sens et à la mission qui est la nôtre. Et du coup, ça veut dire que là, il faut des outils pour ça, pour le faire, très, très concret. Et nous, on est beaucoup là-dedans aujourd'hui, quoi. Magnifique. Ouais, c'est passionnant. Il y a une chose à évoquer, puis c'est la dernière question, parce que le temps file, mais c'est très lié à ce qui vient d'être dit, mais c'est la question de sécurité psychologique qui est évidemment très, très présente, notamment lorsqu'on met en place et on essaye de donner évidemment plus d'autonomie et donc plus de responsabilité aux parties prenantes. C'est évidemment très, très difficile. Quelles sont vos clés pour la mise en place de cette sécurité psychologique dans vos organisations? Quelles ont été les clés, Pascal, peut-être, puisque tu en as parlé aussi, Oui, alors c'est un élément extrêmement important, il est vrai. Et puis, chaque être humain a une perception différente des choses et une approche différente et puis ressent les choses différemment. Donc, je dirais que là, il faut un petit peu personnaliser notre approche et surveiller. Parfois, c'est effectivement les personnes qu'on penserait qui vont passer au travers sans problème. Et en fin de compte, non, c'est compliqué. Et ce que nous avons mis en place là, c'est beaucoup de discussions, de tables rondes, de feedback. Là, nous avons vraiment remis au goût du jour la culture du feedback qui soit en face-to-face ou en groupe. Et puis ensuite, le coaching. Le coaching, et puis vraiment accepter que tout le monde ne peut pas aller à la même vitesse, que chaque équipe ne peut pas aller à la même vitesse. Et chez nous, nous avons des métiers très différents, des exigences très différentes entre les différents secteurs. Et donc, ceci fait que nous avons un panel dans l'entreprise d'équipes qui va à une vitesse différente là-dessus. Et puis, je pense que c'est vraiment la clé. Il faut l'accepter puis arriver à vivre avec ça. Donc, voilà, c'est la recette magique, je pense qu'elle n'existe pas et chaque entreprise est différente. Mais chez nous, c'est vraiment ce que nous privilégions, c'est de s'aider, de s'entraider et ensuite de mettre un coaching adéquat en fonction des besoins. Merci beaucoup. Laura ou Olivier, cette question de sécurité psychologique. Moi, ce que je peux dire que comme exemple, c'est travailler sur les questions d'erreur pour que en fait, ce soit une source d'apprentissage et pas une source de problème ou de sanction. La vulnérabilité, c'est d'avoir de l'espace et accueillir, accepter la vulnérabilité, puis de montrer l'exemple soi-même en fait. Et moi, ça m'est arrivé dans une séance qui était vraiment tendue, d'exprimer les émotions que j'avais sur le moment. Et ça a changé en fait le cours de la séance et la dynamique. Et puis, au niveau humoristique, on dit des fois, c'est de faire monter l'éléphant sur la table. Quand il y a elephant in the room, parce qu'il y a quelque chose qui est sous le tapis et puis que personne n'a envie d'en parler, mais on sent bien qu'on se prend les pieds dedans, et ben, c'est de faire sortir l'éléphant du tapis, de le faire monter sur la table et puis de commencer à discuter avec. Et du coup, sa taille se réduit puis il finit par descendre de la table. Magnifique. Olivier, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, c'est une question de la sécurité psychologique. Oui, j'ai mon coup du téléphone qui arrive. Ok. Ouais, moi, j'aime beaucoup cet éloge de la vulnérabilité, la capacité du manager à pouvoir aussi dire quand il est en position vulnérable, pouvoir s'excuser d'erreurs qu'il a faites. Donc, parce qu'on fait des erreurs aussi. Parce que le manager qui se montre tout puissant, vous le savez mieux que moi, le collaborateur va se montrer tout puissant en face. C'est l'isomorphisme. Enfin, ouais. Et moi, si je réponds à cette question de la sécurité, j'aimerais prendre un tout petit peu de hauteur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société avec une insécurité notoire. Et que l'insécurité aujourd'hui, elle n'est pas due au manager. Aujourd'hui, on a dans la jeunesse, en 2022, on a 28% de consultations pédopsychiatriques en plus. C'est nos collaboratrices et collaborateurs demain.
On a une société qui est en train de vivre aujourd'hui des troubles anxio-dépressifs beaucoup plus importants que les autres générations. Il y a une étude qui a été faite sur 10 pays en Europe, dont la Suisse, et on se rend compte que la génération Z aujourd'hui, dans l'insécurité psychologique et psychique, ressentie et réelle, est en augmentation de 30% par rapport à la génération X ou à la génération milléniale. C'est énorme. Donc, nous allons avoir dans nos entreprises un tiers des personnes qui sont en grande souffrance. Et mon métier, en fait, nous, on est le sel de la terre. C'est-à-dire que nous, on est au bout du bout, hein. Mais ça montre qu'est-ce que produit notre société. C'est pour ça que je vous dis que le management, il sera peut-être social un jour. Parce que d'aller voir ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, dans les jeunes qui sont en difficulté, etc., et ben, ça permet justement de se dire, OK, on va où? Donc aujourd'hui, on va être des managers où on va devoir prendre soin, d'où l'éthique du care. Magnifique. Merci Olivier. Ce sera les mots de la fin. Alors, ils n'étaient pas très, très optimistes, mais on est tous d'accord. Désolé, mais c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, tu as tout à fait raison. En tout cas, merci pour votre temps, merci pour votre implication. C'était magnifique. Il y avait un contenu complètement fou, hein. Je crois qu'on pourra faire quelques webinaires encore, la fabrique de l'agilité, avec ce contenu. En tout cas, un grand merci Pascal, Olivier, Laura et Stéphanie pour votre temps. Pour vous, mesdames et messieurs qui avez suivi et qui est encore 68 à nous suivre en ce moment. C'est absolument génial, malgré le dépassement du temps. Vous pouvez scanner le QR code qui est ici pour donner un petit feedback tout de suite, parce qu'on sait qu'après, c'est difficile d'obtenir ces feedbacks. En tous les cas, un tout grand merci d'avoir été avec nous. Je vais laisser ce QR code ici un petit moment, évidemment, pour que vous puissiez le scanner. Et puis, en tous les cas, un tout grand merci, bravo aux intervenants et à bientôt pour un nouveau webinaire de la Fabrique de l'Agilité. Merci beaucoup, à tout bientôt tout le monde. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.